Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de vos rendez-vous économiques, toujours en compagnie de Thomas Binet, au programme d'Osez investir, mon cher Thomas. Maxime, faut-il vraiment payer moins d'impôts à tout prix? Défiscaliser, oui, bien sûr, mais au risque de faire un mauvais choix. On va y répondre dans un instant. Et on parlera aussi d'un sujet majeur et souvent sous-estimé, la retraite des femmes. Nous sommes avec Sonia Elminger, qui est cofondatrice de Lilycare. Pourquoi, encore aujourd'hui, elle touche en moyenne les femmes 38% de moins que les hommes? Ça, c'est un vrai sujet. On en parle dans un instant. Et puis, un grand débat d'investisseurs. Faut-il choisir ses placements ou suivre le marché? Nous sommes avec Olivier Maltès, qui est expert des marchés financiers. On verra pourquoi la gestion dite passive séduit, mais ne fait pas tout. Ecoréseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, cette semaine, vous posez une véritable question et je suis sûr certains, tout d'un coup, vont tendre l'oreille. Faut-il vraiment défiscaliser à tout prix aujourd'hui? Alors, pas forcément, Maxime, et c'est même souvent d'ailleurs une erreur de raisonnement. La défiscalisation, c'est un outil, mais pas un objectif. Beaucoup de gens se focalisent sur la réduction d'impôts sans regarder ce qu'il y a derrière, la qualité de l'investissement. Or, un mauvais placement restera mauvais, même avec un avantage fiscal. Donc payer moins d'impôts ne suffit pas forcément faire une bonne affaire? Non, c'est exactement ça, Maxime. Prenons un exemple très simple, mais très concret. Investir dans un bien immobilier surévalué juste pour profiter d'une réduction d'impôts. Alors, sur le papier, vous gagnez quelques milliers d'euros, évidemment, mais si le bien perd de la valeur ou se loue mal, vous perdez bien plus sur le long terme. L'impôt économisé ne compense pas une mauvaise décision économique. Il ne faut jamais, mais absolument jamais oublier que les dispositifs fiscaux sont limités dans le temps. Alors comment savoir si une défiscalisation est pertinente? Il faut inverser la logique. D'abord se poser la question, est-ce que cet investissement est bon en lui-même? Rentabilité, emplacement, risque, et seulement ensuite regarder l'avantage fiscal comme un bonus. Les investisseurs les plus avisés ne cherchent pas à payer moins d'impôts à tout prix, ils cherchent à créer de la valeur. Donc on ne parle pas de défiscalisation mais de placement. C'est très très différent et parfois ça veut dire accepter de payer des impôts. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec Sonia Elminger, la cofondatrice de Lilycare, plateforme 100% digitale de souscription de mutuelle santé et de prévoyance dédiée aux travailleurs non salariés. Bonjour Sonia Elminger. Bonjour Thomas Binet. On va s'intéresser ce matin à un sujet, j'ai commencé à l'expliquer dans le lancement de notre émission, un sujet très important, la retraite des femmes. Aujourd'hui, en France, les femmes touchent en moyenne 38% de retraite en moins que les hommes. Je pense que tout le monde savait que les femmes gagnaient moins, mais je pense que tout le monde n'imaginait pas que c'était quand même à la hauteur de 38%. Comment on explique un tel écart en 2026 ? Alors un tel écart, c'est d'abord, comme vous le disiez, c'est les revenus. Comme elles gagnent en moyenne 20% de moins, forcément à la retraite, elles cotisent moins, donc elles ont moins de retraite. Ensuite, il y a aussi les femmes qui ont eu des enfants ont pu également avoir un temps partiel ou des congés parentaux également et donc travailler avec des trous dans leur carrière. Et forcément, ça joue également sur la retraite. Alors justement, la retraite, est-ce que le système des retraites pénalise structurellement les femmes ou est-ce le reflet de leur parcours professionnel principalement ? C'est principalement le reflet de leur parcours professionnel. Aujourd'hui, là, depuis 2026, il y a des petites améliorations, comme par exemple, quand elles ont eu un enfant, on va avoir... Je reprends la base. Aujourd'hui, en France, on prend la moyenne des 25 meilleures années pour calculer la retraite. Donc, une femme qui aura eu un enfant, on va prendre la moyenne des 24 meilleures années. Donc, ça, c'est tout nouveau depuis 2026. Et une femme qui aura eu 2 enfants, on va prendre la moyenne des 23 meilleures années. Donc, tout ça, ça vise un petit peu à améliorer, bien sûr, la retraite des femmes. Mais c'est encore assez insuffisant. Ça change la donne, sincèrement ? Pas énormément, mais c'est toujours une avancée. C'est à la marge. C'est toujours une avancée, mais c'est à la marge, effectivement. Une femme qui aura eu 3 enfants, elle aura 10% de majoration de sa retraite. Oui, donc on a des trimestres supplémentaires, etc. Exactement. Temps partiel, maternité, interruption de carrière, globalement, c'est des choses que les femmes vivent justement dans leur vie. Est-ce que ces choix, parfois subis, ont un impact irréversible sur leur retraite et comment le compenser ?
Alors, c'est bien sûr, il y a forcément un impact très important sur leur retraite. Et vous le disiez en introduction, 38% de moins de retraite, c'est un impact très très fort. Ce qu'il faut pour les femmes, c'est justement anticiper. Bon, je dirais que c'est un peu aussi pour tout le monde, puisque aujourd'hui, on sait qu'il y a dans les années 50, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a un actif, 7 pour un retraité. Donc, on sait très bien que les retraites vont diminuer de plus en plus pour les femmes et pour les hommes également. Donc anticiper le plus possible dès le plus jeune âge, dès qu'on commence à travailler et mettre de l'argent de côté, épargner, investir, etc. Alors justement, n'allez pas plus vite que moi sur le sujet, parce que vous dites effectivement souvent que les femmes découvrent trop tard l'impact de leur carrière sur leur retraite. Oui. Comment on explique ce manque d'anticipation? Parce qu'on ne peut pas dire, nous sommes un lieu où on en parle quand même tous les dimanches matins de ces sujets-là. Il y a de plus en plus de pédagogie financière sur l'investissement. Il y a eu le débat sur les retraites où on en a beaucoup parlé de ces sujets-là également. Comment peut-on passer à travers tout ça et ne pas prendre la mesure de la situation et du coup avoir de l'anticipation? Alors les femmes, d'ailleurs on les voit très souvent dans les métiers du care, donc les métiers de la médecine, de tout ce qui est soins, etc. Forcément s'occupent beaucoup des autres, mais souvent ne s'occupent pas d'elles-mêmes, s'oublient, ouais. Exactement. Donc là, il y a un effet déjà général, de la pédagogie. Effectivement, il faut de plus en plus en parler, les informer. Les chiffres que vous avez donnés sont très parlants. Et à force d'en parler grâce à des médias aussi comme les vôtres, on va pouvoir pallier ce manque. On dit souvent, quand on échange avec les spécialistes de la prévoyance et de la retraite, on dit souvent qu'il faut adapter sa stratégie pour la retraite tous les 10 ans en fonction de l'âge que l'on a. Vous validez cette idée ? Oui, alors je dirais entre 30 et 40, il faut commencer à investir dans sa résidence principale. Dès le plus jeune âge, ouvrir un PER, un plan épargne retraite ou une assurance vie, même mettre 50 € par mois, c'est pas grave, verser dès le plus jeune âge, éventuellement investir dans du locatif, parce que quand on habite dans des grandes villes, on ne peut pas toujours investir dans sa résidence principale. Ensuite, 40, 50, faire un bilan retraite. Justement, pour les femmes, faire un bilan retraite, on va commencer à avoir 15, 20 ans de carrière derrière soi. On va pouvoir voir exactement ce qui manque, les trous dans la raquette. Il me manque des trimestres, j'ai cotisé, mais j'ai pas le nombre de points suffisant, etc., etc. Commencer à se projeter. Combien je vais avoir à 64, 65, 66, 67 ans. Et là, se rendre compte, corriger, parce qu'il y a quand même un relevé de carrière sur 3 qui est faux. Donc, corriger les anomalies en amont. Et puis ensuite, commencer à avoir une stratégie très ciblée, en se disant, voilà, je me projette sur un revenu de temps à la retraite et donc mettre les stratégies en place pour y arriver. Alors justement, vous parlez de stratégie, je vais aller sur votre terrain. Rachat de trimestre, épargne retraite, arbitrage de revenus. Qu'est-ce qui est le plus efficace ? Alors, rachat de trimestre, c'est important de regarder, parce que s'il manque des trimestres, les rachats de trimestre, ça coûte assez cher, mais par contre, on peut les déduire fiscalement. Donc, c'est un calcul à faire. Je le déduis fiscalement, mais derrière, est-ce que ça me rapporte beaucoup ou pas ? Ensuite, donc, il faut regarder, mais souvent, ça vaut pas la peine. Et ensuite, effectivement, le plus important, c'est vraiment de mettre en place de l'épargne par capitalisation. Je dirais que c'est le moyen le plus efficace de se constituer sa propre retraite et d'anticiper le plus possible pour ne pas se retrouver en risque et en danger au moment de la retraite. On a commencé à parler des femmes justement et de leur rapport à la retraite au début de notre entretien. Est-ce que c'est pas devenu, alors c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, la charge mentale, mais est-ce que c'est pas devenu pour les femmes cette situation une charge mentale supplémentaire, notamment pour les femmes indépendantes ? Alors pour les travailleurs indépendants, normalement, ils savent déjà qu'ils vont avoir beaucoup moins de retraite qu'un salarié. Donc ils sont un petit peu plus informés. Il y a des dispositifs comme la loi Madelin, donc ça date de 94, mais ça existe toujours et c'est toujours très efficace, qui permet de mettre de l'argent de côté et déduire de ses revenus. En général, les indépendants sont un peu mieux informés par rapport à leur expert comptable, leur avocat, etc. Et pour autant, est-ce qu'ils prennent les bonnes mesures ?
Pas toujours. Comme quoi l'information ne fait pas tout, en fait. Non, c'est beaucoup de pédagogie et il faut le marteler parce que le système de retraite par répartition est quand même en danger. Il faut absolument en avoir conscience et chacun individuellement commencer à épargner. Alors, on va s'intéresser un petit peu à vous un instant. Qu'est-ce que vous faites dans votre structure pour accompagner justement toutes ces personnes à améliorer leur situation personnelle face à la retraite ? Alors nous, ce qu'on fait fréquemment, c'est des bilans retraite. Donc ce que je disais, c'est pouvoir vérifier toutes les anomalies, faire toutes les projections pour les personnes qui ont habité à l'étranger, aller récupérer aussi les trimestres à l'étranger. Et ensuite, on a cette photographie. Voilà ce que vous avez. Voilà la projection. Et on met en place des stratégies. On les aide à prendre des bonnes décisions, notamment pour les indépendants, puisqu'on est spécialisé sur les indépendants, de rémunération à un certain âge. Est-ce que je dois me payer en dividendes, en salaire, plutôt en revenu de gérance, etc. Adapter une stratégie sur du long terme, évidemment, en fonction des lois après qui vont être votées, pour ne pas, surtout pas se retrouver en difficulté. On arrive à la fin de notre entretien. Si vous aviez un seul conseil à donner à une femme de 35 ou de 40 ans, enfin autour de cette classe d'âge-là, aujourd'hui, pour ne pas subir sa retraite demain, ce serait quel conseil ? Eh bien, ce serait déjà d'ouvrir un plan épargne-retraite le plus tôt possible et de compter que sur soi. Compter que sur soi. Merci à vous. Merci beaucoup. Sonia Elmingler d'être passée du côté d'Oser Investir et je rappelle donc que vous êtes la cofondatrice de Lillycare. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, nous sommes avec Olivier Malteste, expert des marchés financiers et professeur de finance à Paris-Dauphine. Aujourd'hui, nous revenons sur l'opposition entre gestion active et gestion indicielle. Oui, Maxime. Récemment, 7 sociétés de gestion active se sont associées, fait rare, pour publier un livre blanc rappelant en substance que nous avons besoin de la gestion active et que la gestion indicielle ne peut pas tout. Alors, attention au terme, on va commencer avec vous, Olivier, à poser les fondamentaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux ? Eh bien Thomas, la gestion active, c'est l'approche la plus traditionnelle. Donc le gérant va partir d'un investissement, un univers d'investissement, disons les actions françaises, représentées par un indice de référence, disons le CAC 40. Puis il va s'en écarter en choisissant les titres qu'il achète et en ajustant les poids alloués à chacun des titres. Le gérant indiciel, lui, réplique l'indice, le CAC 40, en respectant ses pondérations. Il ne cherche pas à faire mieux, mais à apporter une exposition à un marché financier à moindre coût. Alors, 2 approches très différentes, effectivement. Quelle est la préférence des investisseurs ? De plus en plus, la gestion indicielle. Il faut remonter au dernier trimestre 2021 pour observer en Europe une collecte des fonds actifs actions supérieure à celle des fonds indiciels actions. Donc sur les 17 derniers trimestres, l'indiciel collecte toujours plus que l'actif, qui n'a même connu que 2 trimestres de collecte positive. Ça veut dire qu'il y a 15 trimestres de sortie de capitaux, de gens qui retirent leur argent, notamment pour la déverser vers la gestion indicielle. Alors c'est du coup un problème pour la gestion active. Oui, tout à fait. Et on peut comprendre que les acteurs cherchent à défendre leur activité. Et ils brandissent un argument très à la mode, celui de la souveraineté. Les indices et les acteurs de la gestion indicielle seraient essentiellement américains et donc feraient peser un risque de souveraineté sur l'Europe. Mais le problème essentiel est certainement plus large. Il est lié à la faiblesse de l'investissement en France par rapport notamment aux fonds de pension étrangers. C'est un beau sujet pour la prochaine présidentielle, certainement. Alors, est-ce que l'on observe effectivement une perte de contrôle des entreprises françaises au profit des États-Unis, Olivier ? La Banque de France publie un rapport annuel sur la détention des entreprises du CAC 40 par les non-résidents. Et effectivement, le dernier rapport établi sur l'année 2024 montre une détention par des non-résidents de 50%, un niveau historiquement élevé. Mais par rapport à 2023, le poids des Américains a diminué au profit des investisseurs européens. Comme si les investisseurs américains recherchaient en fait davantage les perspectives de croissance que la prise de contrôle effective. Alors est-ce que du coup on peut redouter la disparition de la gestion active ? Honnêtement, je ne pense pas. Même si le poids de la gestion indicielle, encore minoritaire en Europe, devrait logiquement continuer d'augmenter, on peut regarder ce qui se passe aux États-Unis. Alors qu'elle y existe depuis plus longtemps et qu'elle bénéficie d'avantages fiscaux, elle ne représente qu'un peu plus de la moitié des encours des fonds. On peut avoir peur de tout en fait, mais on se dirige plutôt selon moi vers un équilibre entre les 2 modes d'investissement et peut-être une saine concurrence qui fera disparaître les solutions trop chères par rapport à la valeur réellement créée. Merci Olivier. Et merci à vous mon cher Thomas Binet, on se retrouve donc dimanche prochain, j'espère. Avec plaisir. Dimanche prochain mon cher Thomas. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.